Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Les villes de Dayton dans l'Ohio et d'El Paso au Texas sont les dernières à recevoir les visites du président Donald Trump à la suite de tragédies. Le pays a déjà enregistré plus de 250 fusillades depuis le début de l'année. Alors pourquoi les États-Unis sont-ils souvent confrontés à pareille situation et pourquoi la régulation des armes divise toujours? Élément de réponse avec ces explications d'Irénée Hermann-Humbo. Les États-Unis sont abasourdis après ces deux fusillades qui portent à plus de 250 le nombre de tueries enregistrées depuis janvier. Les incidents d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio font ainsi ressurgir la question de la régulation des armes à feu qui divise profondément les Américains. Le président se dit ouvert au dialogue sur le contrôle des armes à feu, mais pointe du doigt la santé mentale et la haine des auteurs de ces violences. Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les personnes dérangées susceptibles de commettre des actes de violence. Et nous devons veiller à ce que ces personnes bénéficient non seulement de traitement, mais aussi, si nécessaire, d'un internement involontaire. La maladie mentale et la haine ont appuyé sur la gâchette, pas le pistolet. Avant de se rendre sur les lieux du drame, Donald Trump a dénoncé l'idéalisation de la violence à travers Internet. Le président a également appelé à une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu, une mesure qu'il entend coupler à une réforme sur la migration, ce que rejettent les démocrates qui appellent à un meilleur contrôle du flux des armes. Le maire et moi-même avons demandé au président d'appeler le sénateur McConnell à ramener le Sénat en session cette semaine et lui dire qu'il souhaitait que le projet de loi sur la vérification des antécédents déjà adopté par la Chambre soit remis sur le tapis. Je lui ai demandé de me le promettre au peuple américain qu'il signera ce projet de loi s'il était adopté en faveur du sénateur McConnell. Trump dénonce dans le même temps une manipulation par ses adversaires politiques. Dans la foulée, des milliers d'Américains manifestent pour dénoncer ces fusillades que le président lui-même a qualifiées d'actes racistes. Voilà, et pour le débat, nous avons trois invités. Anne Dezine, juriste spécialiste des questions politiques et juridiques. Votre prochain ouvrage à apparaître en automne est intitulé « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions L'Harmattan. Et René Lake, analyste politique basé à Washington, administrateur du site ceneplus.com. Il est avec nous depuis Dakar. Et avec moi ici en studio, nous avons donc Jared Taylor. Jared Taylor, vous êtes un défenseur du port d'armes aux États-Unis, membre de la National Rifle Association, la NRA, et vous êtes le fondateur de la revue conservatrice American Renaissance. Merci à tout le monde d'être avec nous. Je commence avec vous, Jared. Ces fusillades à répétition ne constituent pas forcément une bonne chose, une bonne publicité pour la NRA, n'est-ce pas? Ah non, non, non. La NRA est entièrement contre l'utilisation des armes de ce genre-là. Mais quelque chose qu'il faut ne pas oublier, dans ces deux cas, à Dayton, les forces d'ordre sont arrivées en 30 secondes. Et aussi à El Paso, dans moins d'une minute. Alors ça, c'est remarquable. S'il n'y avait pas la police et s'il n'y avait personne qui portait de l'arme, tout le monde aurait été au merci de ces tueurs. Voilà. Mais justement, cette idée du bon gars avec une arme contre le mauvais gars avec une arme, ça ne semble pas marcher ici parce qu'en moins de 30 secondes, le tueur de Dayton a quand même tué 9 personnes, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais s'il y avait quelqu'un sur place avec une arme légale, il aurait pu terminer l'affaire sur le champ. Et ça, c'est toujours la position des NRA. Il faut que les bons gars soient armés. D'accord. Anne Dezine, le deuxième amendement garantit aux citoyens américains le port d'armes. Pourquoi est-il difficile de concilier la nécessité de garantir ce droit constitutionnel et donc la protection du public contre des incidents comme ceux d'El Paso et de Dayton? Parce qu'à l'origine, le deuxième amendement protégeait le port d'armes dans un autre contexte, dans le cadre d'une milice de l'État pour se protéger contre un gouvernement fédéral qui aurait abusé de ses pouvoirs. Mais en raison d'une interprétation de la Cour suprême, ce droit qui était un droit collectif de port d'armes dans le cadre de la milice, c'est devenu
un droit au port d'armes individuel. Mais le vrai obstacle pour réformer, pour légiférer, c'est non seulement ces 2 décisions de la Cour suprême, c'est vrai, qui rendent la législation difficile à rédiger, mais c'est surtout le lobbying forcené de la NRA, qui n'est plus du tout une association de chasseurs comme à l'origine, mais un lobby des armes à feu et qui profite financièrement de cette avalanche d'armes dans tout le pays. D'accord. Je vais vous donner l'occasion de répondre, mais René Lake, vous étiez là il y a quelques mois lorsqu'un jeune a tué 17 élèves dans un lycée de Parkland en Floride. Les parents s'inquiètent de ce qui peut se passer à l'école à tout moment. Maintenant, on a Walmart, un supermarché très populaire qui a été ciblé au Texas. Rien n'a bougé au Congrès depuis la dernière fois où vous étiez là. Oui, à Walmart, rien n'a changé et la panique, elle semble même se généraliser. Hier encore, c'est à Times Square, à New York, qu'une petite détonation a créé un vent de panique, pensant qu'il y avait une fusillade. Au siège de nos confrères de USA Today en Virginie, à Washington, pas loin de vos studios, il y a eu aussi un vent de panique parce qu'on pensait qu'il y avait éventuellement un tueur. Il y a eu aussi un autre cas dans l'Ohio, me semble-t-il, dans un centre commercial. Donc il y a même un vent de panique qui est en train de s'instaurer en Amérique en ce moment. Et je pense qu'on reviendra, je crois, dans la deuxième partie. Donald Trump a une responsabilité importante par rapport à cela, mais bien sûr, de manière plus structurelle, la NRA de notre ami Jared Taylor a une responsabilité immense. Alors, oui, Jared, vous voulez répondre Oui. La NRA était devenue carrément un lobby pratiquement pour les armes. Non, c'est un lobby pour les droits des Américains. Et il ne faut pas oublier que oui, c'est vrai que le deuxième amendement, c'était établi par un gouvernement révolutionnaire qui venait de battre le Royaume-Uni. Et maintenant, il n'y a pas de milice organisée. Donc, si l'État devient insupportable, c'est le droit des citoyens de se révolter contre l'État. Mais quelles sont les chances de voir le gouvernement s'en prendre aux citoyens? Est-ce que les citoyens peuvent s'organiser pour faire face à l'armée américaine? C'est la plus puissante au monde. Enfin, peut-être pas forcément à l'armée américaine, mais c'était ça la mentalité des pères fondateurs. Et je crois qu'il y a toujours beaucoup d'Américains qui croient dans ce principe. Aussi, je devrais dire que l'utilisation défensive des armes est très répandue aux États-Unis. Selon les sondages, le nombre minimum par an, c'est 60 000 fois. 60 000 fois. Et peut-être c'est un nombre qui est 1 million de fois. Donc, avec les armes, on évite beaucoup de crimes aux États-Unis. Et ça, on n'en parle pratiquement jamais. Vous êtes pour ou contre un changement des lois sur les enquêtes sur les acheteurs d'armes, ce qu'on appelle le background check ici? Là, je suis pour. Je suis entièrement pour. D'accord. Si les armes tombent entre les mains des criminels ou des cinglés, c'est tout à fait une mauvaise chose. D'accord. Je me tourne vers vous, Anne Désine. L'ancien juge à la Cour suprême, John Paul Stevens, qui est décédé récemment, avait, avant sa mort quand même, appelé à l'abrogation du deuxième amendement. L'Amérique est-elle prête à se passer du deuxième amendement? Non. C'était d'ailleurs curieux comme intervention parce que, l'Amérique n'est pas prête, et 2, c'est impossible en raison des règles pour voter puis ratifier un amendement. Mais il faut quand même voir qu'on mélange un petit peu tout. Bien sûr, ce qui attire l'attention, ce sont ces tueries, ces mass shootings. Mais il faut voir le nombre de personnes qui sont tuées dans leur foyer parce que leur mari tue la femme, un enfant a accès aux armes. Donc, quand on est honnête, monsieur de la NRA, et qu'on regarde les statistiques, il y a effectivement dans quelques affaires un individu armé qui va désarmer un méchant. Très bien. Mais on prend le problème à l'envers. Lorsque l'on dit « Ah, on va armer les professeurs », non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, les gamins sont en train d'acheter des sacs à dos qui protègent, qui sont à l'épreuve des balles. Et nous, en Europe, on regarde ça et on se demande si le monde est tombé sur la tête. Je veux dire, les armes à feu, plus il y en a, plus c'est dangereux. Et c'est seulement dans des cas très rares que l'arme peut être utilisée pour une bonne cause. Des armes pour chasser, oui. Mais en plus des armes semi-automatiques, j'aimerais bien savoir quelle est l'attitude de la NRA pour interdire l'achat d'armes semi-automatiques. Oui, on va revenir à cela tout à l'heure, mais René, justement,
pour abonder dans ce sens, chez les républicains, certains estiment que la violence dans les grandes villes comme Chicago ou Baltimore est plus préoccupante que ces fusillades qui sont à la une de l'actualité. Quelle est votre lecture de cet argument ? Oui, Abdourahmane, c'est le même problème. On n'est pas là à discuter uniquement des questions des fusillades des masses, comme ça s'est passé là ces derniers jours, mais c'est la problématique des armes, de la circulation des armes, la détention des armes, et surtout des armes de type militaire, automatique ou semi-automatique, qui est posée. Et même plus loin, si on devait comparer à ce qui se passe dans les autres pays industrialisés, la question de la détention des armes à titre individuel. Le professeur Anne Bézine disait tout à l'heure qu'au départ, il faut bien dire que la question de l'autorisation du port d'armes était une autorisation collective pour des raisons historiques très particulières aux conditions de création des États-Unis, en considérant que c'était une population qui fuyait l'autocratisme européen, etc. Donc il y avait des tas de raisons historiques qui ne sont plus, de mon point de vue, justifiées aujourd'hui. D'accord. Alors, Jared Taylor, le président Trump estime que le problème, ce ne sont pas les armes à feu, mais plutôt la santé mentale des auteurs de ces actes. Il parle aussi des jeux vidéo. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une raison pour mieux réglementer ? Surtout pour une arme comme les AR-15. Est-ce qu'on a besoin d'une AR-15 aujourd'hui dans une maison ? Je crois que les jeux vidéo, ce n'est pas vraiment le problème. On a eu des jeux vidéo depuis longtemps, on a fait des enquêtes dessus et on trouve rarement que les gens qui jouent plus de jeux vidéo sont plus violents. Mais il faut ne pas oublier aussi que les tueries avec une arme fusil, une arme longue comme ça, c'est relativement rare. Aux États-Unis, il y a plus de gens qui sont tués par les coups de poing et coups de pied que par les armes à fusil. 255, c'est pas petit. Non, c'est pas petit. Non, c'est pas du tout petit. Mais de toute façon, il faut garder tout ça en proportion. Et comme vous venez de dire, il y a les tueries qui se déroulent tout le temps dans les villes des États-Unis. Le même week-end de ces deux de massacres à Chicago, le même week-end, une seule ville, il y avait 7 morts et 24 blessés. Dans un mois, Chicago, une seule ville, ça va dépasser le total des touchés et des morts dans ces deux massacres qui ont fait paniquer tout le monde. Il faut mettre tout ça en contexte. Qu'est-ce que vous en dites, professeur Bézine ? Il dit qu'il faut relativiser. C'est-à-dire qu'il faudrait être honnête. Les statistiques montrent que les tueries de masse ne sont qu'une partie des décès. Mais les autres décès dans la famille, c'est parce que le passage à l'acte, parce que les armes sont disponibles, est trop facilité. Regardez ce qui s'est passé dans je ne sais plus quel pays. Il y avait un fou qui a voulu, un petit peu suprémaciste, tuer des gens, sauf qu'il avait un couteau. Alors avec un couteau, on fait beaucoup moins de dégâts. Dès qu'on a un revolver ou pire, une arme semi-automatique, le passage à l'acte est instantané et il est terriblement meurtrier. Et ça, personne ne veut l'admettre, ni la NRA, ni les républicains qui sont terrorisés parce qu'ils ont peur d'avoir un F, la mauvaise note donnée par la NRA, et le président qui a fait semblant de dire on va faire des choses. Il y a déjà eu 2 appels de Wayne Lapierre à la Maison-Blanche qui est en train de lui dire « Monsieur le Président, il ne faudrait pas faire n'importe quoi ». Et il va revenir en arrière comme il est revenu en arrière après la Floride. D'accord. Donc, je crois que c'est du lobbying contre lobbying. Tant qu'il n'y aura pas un lobbying des mères de famille, des étudiants en disant « On en a assez » et mettant la pression sur les élus républicains en particulier, mais certains démocrates élus dans des États rouges qui sont un petit peu inquiets, tant qu'il n'y aura pas ce lobbying de l'opinion publique, de la société civile sur les élus, il n'y aura pas de loi et les meurtres en famille et les tueries continueront. Alors, nos téléspectateurs ont également été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Pour Alphonse Mbouaki à Kinshasa, les jeux vidéo et la propagation de l'idéologie de la haine se font ailleurs, dans d'autres pays, mais les tueries de masse ils sont quasiment inexistantes. Pourquoi les États-Unis, se demande-t-il? Dandy Panzou, à Kinshasa également, pense que les armes à feu ne constituent pas une protection efficace pour les individus. Et Christian Okama, à Bunia, c'est en RDC, pour lui, l'arme d'un chasseur, c'est pour la chasse, mais l'arme d'assaut, c'est pourquoi, se demande-t-il. Un mot avant d'aller rapidement en pause, Jared.
Tout d'abord, il y a bien sûr des tueries de masse dans d'autres pays. On tue des gens. Oh, mais on tue des gens en camion, par exemple, comme c'est arrivé à Nice, comme les fêtes de Noël dans l'Allemagne. Il y a beaucoup de moyens de tuer des gens en masse. Et le terrorisme qui a fait le plus de morts aux États-Unis, c'était Oklahoma City. Plus de 150 morts. Ça, c'était aussi avec un camion bourré d'explosifs. Il y a beaucoup de manières de tuer des gens. Beaucoup de réactions donc ont été enregistrées à la suite des fusillades des 3 et 4 août. Beaucoup du côté démocrate n'ont pas hésité à mettre en cause ce qu'ils qualifient de discours polarisant du président Donald Trump, mais ses partisans le défendent vigoureusement contre les accusations de racisme. Un récit de Blanche Sano. Dimanche, à Dayton, dans l'Ohio, des coups de feu retentissent dans un quartier commercial vers 1h du matin. Un homme armé est entré dans un magasin, a tué 9 personnes et en a blessé des dizaines avant que la police ne l'abatte. Quelques heures plus tôt, à El Paso, au Texas, une autre tuerie a eu lieu dans un centre commercial avant que les forces de l'ordre ne mettent la main sur le tireur. Bilan, au moins 20 personnes ont perdu la vie et 26 autres ont été blessées. Les responsables fédéraux ont qualifié ces actes de terrorisme intérieur. Le président Trump a réitéré sur Twitter son soutien au gouverneur du Texas. Il a déclaré que le FBI, les autorités des États et les autorités locales travaillaient de concert dans les deux villes. Et ce lundi, il est revenu sur le dossier dans un discours. Le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, Julian Castro, a blâmé le tireur tout en soulignant que la rhétorique souvent enflammée du président engendrait la radicalisation des terroristes nationaux. Il a ouvert la voie à cette manifestation accrue et toxique de suprématie blanche dans ce pays. Par la même occasion, en tant que leader de tout le pays, vous avez un rôle à jouer, soit attiser les flammes de la division, soit tenter d'unir des Américains de différents milieux. Le secrétaire général intérimaire de la présidence a déclaré que les tireurs de masse sont à blâmer et non le discours politique. Il n'y a aucun avantage à essayer de faire de cette question un problème politique. Il s'agit d'un problème social et c'est comme ça que nous devons voir les choses. Les seuls responsables ici sont ceux qui appuient sur la gâchette. Nous devons trouver un moyen de neutraliser ce genre de personnes dans notre société et non essayer d'en faire des arguments pour les prochaines élections. Malgré leurs divergences politiques, Julian Castro et Mike Mulvaney s'accordent sur un point, la réduction de l'accès aux armes à feu dans le pays. La solution consiste à s'assurer que ces armes de guerre ou ces armes semi-automatiques ne tombent pas dans les mains de personnes qui vont les utiliser dans la rue. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que les personnes malades qui ont l'intention de faire ce genre de choses ne devraient pas être en mesure d'acheter des armes à feu légalement. C'est le type de discussion que nous devons avoir. Au lendemain de ces fusillades, des milliers de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée de prière dimanche soir. Voilà, merci beaucoup Blanche Sano. Alors je me tourne vers vous, Jared Taylor. L'autre sujet à propos de ces fusillades, c'est la montée du nationalisme. Est-ce que vous trouvez que cette montée, elle est réelle ou pour vous c'est marginal? C'est réel. Mais comme l'auteur de la tuerie à El Paso a dit, moi, je suis contre la transformation démographique des États-Unis. Il parle d'une invasion des Hispaniques. Mais en même temps, il a dit que son point de vue a été basé des faits bien loin, bien avant l'arrivée de Donald Trump. Mais il utilise un terme qui est très familier, invasion. Mais invasion, tout le monde emploie ce mot-là. L'idée que c'est la faute de Donald Trump, d'autant plus que dans son même écrit, il a dit que ça n'a rien à voir avec Donald Trump. Je trouve ça vraiment méprisable de la part des démocrates. D'accord. Alors, Anne, dites-moi, même en Europe, on voit une montée du nationalisme et les critiques du président Trump mettre un peu cette nouvelle situation sur son dos. Mais est-ce qu'on peut tout mettre, est-ce qu'on peut mettre cette xénophobie sur le dos du président Trump? Bon, il est vrai qu'il y a une montée de ce type de sentiments, de nationalisme, sans doute de sentiments anti-immigrants, parfois de racisme, et de désir que l'autre, surtout s'il est coloré, soit le bouc émissaire. Mais le rôle d'un chef d'État, et c'est très clair en Europe, sauf quelques pays que je ne citerai pas, mais si l'on prend le cas de la France, le président Macron fait toujours en sorte
de parler unité et de condamner ce type de discours. Et nos scrutins, quand malheureusement le Front National, devenu Rassemblement National, est par exemple à la présidentielle au deuxième tour, il y a une mobilisation des politiques et de l'opinion publique pour condamner ce type de comportement. Donc, cela existait aux États-Unis avant qu'arrive Donald Trump. Mais ce qui change, c'est qu'alors que le président Obama et les autres présidents condamnaient ce type de comportement, ce type de propos, le président actuel, non seulement il les accepte, il les valide, mais il les attise. Son discours de lundi a été quand même, il a fortement rejeté la haine quand même, non? Oui, alors, mais c'est du bout des lèvres. Il lisait sur le téléprompteur et immédiatement, il a envoyé des tweets contre les démocrates, contre Pierre, contre Paul, etc. Il dit ça parce que tous ses conseillers lui ont dit par pitié, il faut le dire, mais c'est absolument pas quelque chose qu'il ressent. Et c'est d'autant plus grave que c'est un moment où cette haine, elle est attisée par les réseaux sociaux. Et en raison du cadre juridique, c'est un peu compliqué, mais c'est la section 230 d'une loi. Voilà, Anne, merci beaucoup. René, à quoi attribuez-vous ce discours de haine que l'on voit chez certains hommes politiques et sur Internet? Il faut dire aussi que la gauche n'est pas sans reproche non plus, non? Oui, bon, je ne sais pas si on peut... ce n'est pas une caractéristique de la gauche. Mais une chose est certaine, c'est une caractéristique... À quoi attribuez-vous globalement ce discours de haine aujourd'hui? Dans le cas actuel, c'est que c'est une caractéristique de l'homme politique Donald Trump. Je vous rappelle que Donald Trump est rentré sur la scène politique nationale aux États-Unis avec ce qu'on appelait l'idée du birther, donc de la question où il avait remetté en cause l'américanité de Barack Obama en disant qu'il n'était pas né aux États-Unis. Et ensuite, par la suite, quand il a lancé sa campagne électorale, je vous rappelle que son premier discours où il annonçait sa candidature, il s'en est pris aux Mexicains, les traitant de violeurs, etc., dans un discours extrêmement violent et un discours d'exclusion. Donc Donald Trump, qui le connaît, et je passe sur les antécédents de Donald Trump, les antécédents racistes, je passe sur les pages de publicité entière qu'il avait prise dans le New York Times pour demander la peine de mort pour 5 Noirs qui avaient été innocentés par des examens DNA d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump lui-même, il est dans une stature, dans un costume identitaire. C'est dans cet habit-là qu'il s'est construit son rôle politique, son image politique, et c'est la carte qu'il joue, et qu'il joue de manière très, très peu nuancée. D'accord. Alors, Jared, dites-moi, le discours politique est parfois très, très violent des deux côtés, c'est vrai, mais plus violent du côté, disons, des extrêmes. Ce pays a l'habitude de nous habituer à des compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à s'entendre même au Congrès? Je crois qu'au fond, c'est un problème d'identité. Et ce tueur à El Paso, il a dit effectivement qu'il ne veut pas que les États-Unis deviennent un pays majoritairement non blanc. Et imaginez, vos auditeurs, spectateurs, pardonnez-moi, en Afrique occidentale, imaginons que le Sénégal a une politique d'immigration qui invite les Arabes, les Mexicains, je ne sais pas, d'une race différente, religion différente, langue différente, au point où les Sénégalais risquent de devenir minoritaires. Donc vous, c'est un principe que vous comprenez? Oui, je comprends ce principe et je crois que le monde entier comprend ce principe. Vous êtes pour? Pardon? Vous l'acceptez? Non, je n'accepte pas que n'importe quelle population devienne minoritaire contre son gré. Et personne n'a demandé aux Blancs aux États-Unis, voulez-vous devenir une population minoritaire? Et je crois que c'est une transformation fondamentale, il faut étudier à fond. D'accord. Anne Désine, on arrive presque à la fin de cette émission. En une minute, dites-moi, les États-Unis qui sont un pays très puissant, le plus puissant au monde, mais quels sont les risques pour ce pays s'il n'arrive pas à régler cette question de sécurité intérieure et aussi le discours qui se radicalise? Ce qui est inquiétant, c'est que ça pose un problème au plan intérieur, mais aussi au plan international.
les États-Unis, malgré leurs défauts, ont toujours été la petite lumière sur la colline. C'est toujours eux qui ont prêché, prôné le respect des libertés, le respect des droits humains. Même si parfois c'était pas parfait chez eux, mais au moins ils le prônaient. Et maintenant, c'est au contraire un message totalement opposé qui est envoyé. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que les autocrates entendent parfaitement ce message. D'où les attaques redoublées contre la liberté de la presse, contre l'indépendance du pouvoir judiciaire et le non-respect des différences et des droits des minorités. C'est ce que j'appelle la contagion du mauvais exemple. Et ça, c'est vraiment grave. Voilà, merci beaucoup. René, en 10 secondes, quel sera le sujet dominant? L'économie, l'immigration ou les armes à feu pour 2020? Quelques secondes. Oui, écoutez, je pense que Donald Trump va continuer à surfer sur cette question de l'immigration. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est sur ça qu'il a battu son personnage politique. Cette question va être centrale chez lui. Chez les démocrates, je pense que la question restera autour de la question de l'assurance médicale et des questions plus de politique plus générale. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires. Je remercie toute l'équipe. C'était Abdulrahman Dia à Washington. À très bientôt. Au revoir.